Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. À la une de cette édition, la Chine a répondu au dernier rapport semestriel du gouvernement britannique au Parlement au sujet de Hong Kong. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ron Ley, a déclaré que le gouvernement britannique avait interféré dans les affaires de Hong Kong et avait émis des accusations sans fondement à l'encontre de la Chine. Le porte-parole a ajouté que la Chine était grandement mécontente et fermement opposée au contenu de ce rapport. Il a rappelé que Hong Kong était une région administrative spéciale de la Chine, ajoutant que les affaires de Hong Kong étaient des affaires internes chinoises, dans lesquelles aucun pays étranger n'avait le droit d'interférer. Ron Ley a ajouté que la soi-disant responsabilité que les Britanniques affirment avoir pour Hong Kong n'existait pas. Il a également demandé à la Grande-Bretagne de mesurer ses actes et paroles et d'arrêter d'interférer dans les affaires hongkongaises. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré son homologue sud-coréen Yoon Byung-seo en marge de la réunion de soutien international à la Syrie. Monsieur Wang a déclaré que la Chine et la Corée du Sud soutenaient la dénucléarisation de la péninsule coréenne. La Chine appelait à empêcher le développement de missiles nucléaires en RPDC. Monsieur Wang a ajouté que l'initiative de Séoul et de Washington de mettre en place un système de défense dans la péninsule ne permettait pas de garantir la paix et la stabilité dans la région. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que Séoul espérait que la Chine le soutiendrait dans une proposition de résolution contre Pyongyang. Il a conclu que la Corée du Sud aimerait continuer à communiquer avec la Chine sur la question de la THAAD. La Corée du Sud a annoncé une série de mesures spécifiques afin d'aider les entreprises du pays affectées par la fermeture du parc industriel Kaesong. La zone, regroupant un complexe de plusieurs usines gérées conjointement par la Corée du Sud et son voisin du Nord, était exploitée depuis plus de 10 ans avant sa fermeture, décidée hier. Le gouvernement sud-coréen a déclaré qu'il allait étendre son plan de prêts avantageux à plus de 120 entreprises implantées dans le parc industriel. L'objectif affiché par les autorités en charge du dossier est de compenser près de 90% des pertes occasionnées par l'octroi de prêts à taux faibles. Le Nord a expulsé nos ressortissants sans leur laisser le temps d'emmener avec eux la production issue des usines de Kaesong. À cela s'ajoute le gel illégal des actifs de valeur. L'attitude du Nord est une fois de plus regrettable et nous insistons avec fermeté sur le fait que le Nord devra un jour rendre des comptes sur ce qu'il fait. Cette déclaration fait suite à l'annonce faite jeudi dernier par Séoul de rapatrier toutes les entreprises sud-coréennes de Kaesong en réponse aux récents essais nucléaires et au lancement de satellites menés par la RPDC. Pyongyang a réagi en annonçant dans la foulée la fermeture du parc industriel et l'expulsion de tous les travailleurs sud-coréens présents à l'intérieur du complexe. La décision porte un coup dur aux entreprises sud-coréennes dont la production est en partie implantée à Kaesong, mais l'effet sur l'économie du pays restait extrêmement limité. Les entreprises sud-coréennes de Kaesong ont néanmoins exhorté le gouvernement à revenir sur la fermeture du parc industriel frontalier. Le représentant de l'Union européenne, Federica Mogherini, a parlé en bons termes du plan pour atteindre un cessez-le-feu et faciliter l'aide humanitaire, le qualifiant d'extrêmement positif. Aujourd'hui, je peux commenter le fait qu'il est extrêmement positif qu'après 6 heures de réunion, nous avons atteint un accord ce soir. Tous les membres du groupe d'aide internationale afin de tout d'abord travailler concrètement sur l'aide humanitaire et sa fourniture. La réunion du groupe de travail aujourd'hui à 4 heures de l'après-midi à Genève sera cruciale. L'équipe de l'UE est déjà en chemin pour venir à Genève. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, déclare que la Chine continuera à travailler en vue d'une solution politique à la crise syrienne. Des propos qu'il a tenus lors d'un entretien exclusif avec CCTV vendredi à Munich, après avoir participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe de soutien international pour la Syrie. La Chine a participé à l'entier processus de résolution de la question syrienne. L'accent de notre travail est d'établir une médiation pour la paix et de promouvoir les pourparlers de paix en persistant dans la direction générale, visant à une solution politique. La Chine estime que la crise syrienne ne peut être résolue que de façon politique, une position qui a valu la reconnaissance de la communauté internationale, ce qui s'est reflété par l'adoption de la résolution 2254 des Nations Unies.
Le nombre de victimes du tremblement de terre de samedi dernier dans le sud de Taïwan est passé à 96. Les équipes de secours ont accéléré leur utilisation de machinerie lourde pour retrouver des corps dans les décombres d'un immeuble de 16 étages qui s'est effondré. Malgré une forte pluie, les proches des victimes se sont réunis lors d'une cérémonie bouddhiste pour rendre hommage à ceux qui sont morts dans cette terrible tragédie. Des jeunes et des moins jeunes. Les visages de ceux qui ont péri dans le tremblement de terre de samedi dernier. Sur les tables, des offrandes pour les êtres chers qui sont disparus. Seulement 2 personnes ont survécu dans l'effondrement du complexe immobilier Golden Dragon. Ils devaient dormir profondément lorsque le séisme s'est produit. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas souffert avant de mourir. Le dirigeant de Taïwan, Ma Ying-jeou, a rencontré les familles des victimes pour leur transmettre ses condoléances, pendant que celle qui va lui succéder, Tsai Ing-wen, a prié à leur côté. Certaines des personnes venues se recueillir sont des survivants de la tragédie. Cette femme a été retirée des décombres avec ses 2 enfants, mais son mari n'a pas eu cette chance. Sur le site de la tragédie, les travaux se sont accélérés vendredi. Des grandes quantités de débris ont été retirés, ce qui a permis la découverte de plusieurs corps. Plusieurs corps se trouvaient ensevelis à l'endroit auquel nous avons eu accès aujourd'hui. Dans les jours précédents, nous n'étions pas capables d'y arriver parce que la structure s'est effondrée juste au-dessus de cette zone. Le nombre de morts confirmés a grimpé de façon dramatique vendredi, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de gens qui manquent à l'appel. L'espoir de retrouver des survivants a donc considérablement diminué. Ce triste constat pourrait bien obliger les autorités à annoncer samedi un nouveau bilan qui devrait porter le nombre de victimes de cette horrible catastrophe à près de 120 morts. En dépit des efforts frénétiques pour trouver davantage de survivants parmi les décombres suite au séisme de Tainan, de nombreuses familles ont été incapables de contenir leur frustration alors qu'elles attendent un signe de leurs proches. C'est une scène sans cesse rejouée. L'espoir qui surgit brièvement avant de s'estomper. Les machines lourdes font une pause pour laisser une équipe dévaler un tas de décombres de ce qui était le complexe du Dragon d'Or. Mais l'équipe n'en extrait que 2 corps inertes de plus. C'en est trop pour de nombreux parents des disparus, leur angoisse et leur frustration se manifestant après une note d'information donnée jeudi. Vous nous demandez d'espérer un miracle, mais pourquoi ne faites-vous pas plus de fouilles? Il y a 2 zones ensevelies. Pourquoi vous concentrez-vous tellement sur le bloc G et ne faites pas grand-chose sur le bloc A? Les officiels étaient bien en peine d'expliquer leur stratégie de recherche et ses limitations. Le bloc s'est effondré de ce côté, donc les murs sont maintenant devenus comme le sol à la base. Il est simplement trop dangereux d'amener là-bas l'équipement lourd maintenant. Tout d'abord, nous voulions creuser un tunnel dans le bloc enseveli, mais c'est simplement trop risqué parce qu'il y a trop de poids au-dessus. Pour expliquer davantage, les officiels ont alors amené les parents proches au cœur du site de la catastrophe. Entre-temps, les autorités continuent leur enquête sur les causes de l'effondrement du bâtiment, lorsque presque tous les autres bâtiments dans la ville sont restés intacts après le séisme. Elles cherchent des preuves de la mauvaise qualité du travail, des matériaux ou d'altérations effectuées et retiennent 3 cadres du promoteur immobilier aujourd'hui disparus. Les autorités ont choisi de maintenir au secret les cadres, ne leur permettant pas de communiquer entre eux ni avec des gens à l'extérieur. C'est, disent-elles, parce qu'ils ont fait des déclarations contradictoires et pourraient sinon s'entendre pour trafiquer les preuves. Élucider les causes de l'effondrement et amener les responsables devant la justice pourrait constituer une forme de réconfort pour les familles des victimes. Les secouristes continuent les recherches à Tainan. Les sociétés d'assurance locales, aux côtés des compagnies de télécommunications et d'organisations humanitaires, ont débuté les opérations d'urgence afin de venir en aide à ceux qui ont directement subi le tremblement de terre. Les opérations humanitaires et de secours se poursuivent. Les sociétés d'assurance locales ont mis en place un système d'aide d'urgence qui offre une aide aux familles déplacées par le séisme. Les fonds d'urgence couvrent les dégâts occasionnés aux maisons et les traitements médicaux d'urgence pour les clients. Si un client est blessé ou tué, nous dédommagerons leur famille.
Après l'effondrement d'une partie de l'immeuble Weiguan, les compagnies de téléphone ont mis en place des centres provisoires d'opération. Il est important d'installer un système basique afin que les liaisons de télécommunications reprennent leur cours normal. Nous offrons de l'aide à tous ceux qui sont sur le site des opérations de secours. Nous mettons à leur disposition des dispositifs de communication, y compris des chargeurs de téléphones portables ou des téléphones provisoires. Des volontaires sont aussi présents sur le site des opérations. Ils aident les autorités à gérer le trafic, à approvisionner les habitants qui souffrent, mais aussi à garder le site propre. Notre centre provisoire offre repas et boissons chauds 24 heures sur 24. Nous proposons aussi des articles de toilette et autres. Nous offrons aussi nos services aux familles des victimes ainsi qu'au personnel médical et de secours. Les volontaires sont issus de milieux différents et comme les équipes de sauvetage, ils travaillent par équipe pour assurer que les centres des opérations restent ouverts au public 24 heures sur 24. Les foires organisées dans les temples font revivre une forme traditionnelle de marché où les gens peuvent faire du troc et apprécier diverses performances artistiques. Il s'agit d'une manière importante pour les Chinois de célébrer de nos jours la fête du printemps. Du papier découpé, des boîtes de tabac à priser ainsi que des figurines de lapins, une tradition pékinoise. Née aux États-Unis, Hélène, 9 ans, rend visite à ses grands-parents à Beijing avec ses parents. Et c'est la première fois qu'elle se rend dans une foire du temple. C'est vraiment bien. Ils ont passé beaucoup de temps sur cela. C'est très détaillé et très joli. Je lui ai dit que chaque année, nous célébrons le Seigneur Lapin qui nous protégera. Je vais l'emmener voir des sculptures en argile et de papier découpé, des choses qu'elle ne pourra pas voir aux États-Unis. Et pas uniquement de l'artisanat et de la nourriture. Les visiteurs peuvent également prendre une leçon d'histoire au moyen de présentations lors de la foire. Ici, des empereurs chinois qui prient le dieu de la terre il y a des centaines d'années. Alors que nous sommes entrés dans l'année du singe, celui-ci est une star de cette foire du temple. On y trouve toutes sortes de singes, comme des marionnettes d'ombre chinoises, du papier découpé, ainsi que ces poupées de singes aux décorations traditionnelles. Et tous ces articles représentant des singes constituent un marché très florissant pour les vendeurs. Il y a toujours de clients, du matin au soir, sans arrêt. Nous sommes très occupés et ces singes sont très populaires. Cette petite visiteuse vit aux États-Unis, mais se trouve en vacances à Beijing. Elle a reçu un cadeau spécial de la nouvelle année lunaire par sa maman. J'ai regardé les séries télévisées comme Le Pèlerinage vers l'Ouest quand j'étais plus petite. Donc ces singes me rappellent des souvenirs d'enfance. Et je suis émotionnellement très attachée à eux. Aussi, quand ma fille grandira, ce singe lui remémorera ce voyage en Chine durant l'année du singe. La foire du temple de Ditan est l'une des plus importantes à Beijing. L'événement de 5 jours dure jusqu'à vendredi et voit défiler près de 200 000 personnes par jour. Les Chinois sont de plus en plus préoccupés par la qualité de leur environnement. C'est particulièrement vrai en mer de Chine méridionale où une série de mesures très innovatrices ont été implantées pour protéger les récifs coralliens entourant l'île de Jiaoshu. L'avenir de l'île de Jiaoshu semble plus vert que jamais. Il y a plus d'immeubles que lors de notre première visite il y a 2 ans. Nous avons rencontré la famille de Chen Yihu à nouveau. Ils vivent ici avec d'autres familles dans cette communauté. Je suis très fière de vivre à Jiaoshu et je suis très satisfaite de l'amélioration des conditions de vie ici. Nous pouvons nous fier là-dessus et on se sent chez nous beaucoup plus que par le passé. Beaucoup de choses ont changé en 2 ans. Maintenant, il y a l'électricité, un réseau 4G et l'eau courante. Mais le plus grand changement réside dans le changement de mentalité. On nous a appris à ne plus couper les arbres pour faire cuire notre nourriture et à ne plus chasser les jeunes oiseaux. On arrête de pêcher en juin pendant 3 mois. Toutes ces mesures visent à protéger les écosystèmes. En 2013, 1 an après l'établissement de Sansha, nous sommes venus à Jiaoshu. Chen Yihu et son fils Chen Siyu allaient à la pêche chaque jour.
Ils avaient déjà vu le nombre d'escargots et de poissons baisser dans les eaux côtières. C'était la même année que Sancha a instauré une nouvelle réglementation pour interdire la pêche illégale. Un programme de protection pour les récifs de corail a aussi été mis en place. Le plus grand souhait de Wang Linhua était alors que la mer puisse continuer à fournir ses trésors aux pêcheurs. Aujourd'hui, elle nous a dit qu'elle pêche et fait de la sylviculture. C'est non seulement pour obtenir un revenu supplémentaire, mais c'est aussi pour assurer le mode de vie des générations futures dans l'île. Jiaoshu s'ouvre au monde extérieur, mais comment garder son charme unique, c'est une question qui demeure entière. Les changements climatiques, la surpêche et le développement économique ont mis à mal les récifs de corail en mer de Chine méridionale. Les dommages causés à l'environnement signifient que les pêcheurs perdront leur gagne-pain et on assistera à la disparition des îles elles-mêmes. Ainsi, la gestion de l'écosystème a été renforcée dans le but de garantir un avenir durable. Sancha propose des solutions innovatrices pour protéger l'environnement. Grâce à une application, n'importe qui peut s'impliquer pour protéger un arbre et rendre l'île plus verte. Cela coûte environ 300 yuan ou environ 50 $ par année. L'argent amassé nous permettra d'entretenir la forêt et de planter d'autres arbres à Sancha. Nous espérons que Sancha va s'embellir et notre fils va donc pouvoir revenir sur l'île de Jiaoshu. Voici l'arbre que nous avons acheté dans le but de rendre l'île plus verte. Nous espérons qu'il pourra résister au fort vent et qu'il deviendra grand et fort. Ça me permet d'avoir une connexion directe avec l'île et me donne une bonne raison de revenir à Sancha. Notre équipe a voyagé dans 11 pays du continent africain pour faire des reportages sur la coopération sino-africaine. Aujourd'hui, nous partons pour l'Éthiopie, qui est un pays d'agriculture traditionnelle, mais qui tente depuis quelques années d'attirer des investissements étrangers dans le secteur de la manufacture. L'un de ces investisseurs étrangers est le groupe chinois Huadian Group. Allons visiter leur usine dans la zone industrielle de l'Est de l'Éthiopie. Chaque jour, ces ouvriers peuvent produire 7500 paires de chaussures à la Cité internationale de la chaussure de Huadian en Éthiopie. Toutes ces chaussures pour femmes sont exportées vers les États-Unis et l'Europe sous des noms de marques comme Guess, Mark Fisher ou encore Nine West. Messeret Girma travaille au département couture depuis 2 ans et demi. Elle est satisfaite de son travail et elle dit qu'elle va bientôt être promue superviseur de département. Au fil des jours, j'ai changé de poste et de salaire. Tout peut changer avec le temps, je suis très heureuse. C'est pourquoi j'ai commencé à travailler pour Huadian. J'aime travailler pour Huadian. Huadian est l'un des plus grands fabricants de chaussures pour femmes du monde. Il emploie 4000 ouvriers en Éthiopie. Mais les nouveaux ouvriers sans expérience doivent recevoir une formation. Du premier poste jusqu'au poste de management, Huadian donne sa chance à tous de recevoir une formation et d'être promu. Une règle que Demis Degef a très bien comprise. En 2013, grâce à son travail, Demis a eu la chance de recevoir une formation pendant 1 an aux quartiers généraux de Huadian à Dongguan dans le sud de la Chine. De retour en Éthiopie, il est désormais superviseur d'usine, s'occupant de centaines d'ouvriers. J'ai appris le chinois, le management et la culture d'entreprise de Huadian pendant ma formation. Le concept de temps est très important. Par exemple, si quelqu'un me demandait de venir à 14h30, je pouvais être en retard et arriver à 14h35. Mais après ma formation en Chine, j'ai changé ma conception des choses et si quelqu'un me demandait de venir à 13h, alors je viendrai à l'heure. En 2014, la Cité internationale de la chaussure de Huadian a exporté pour 18 millions de dollars de produits. Le président du groupe, Zhang Huazhong, dit que l'Éthiopie ne sert pas seulement à réduire les coûts du travail de 10 à 12%, mais il espère établir toute une chaîne de distribution dans les pays d'Afrique de l'Est et devenir un grand contributeur à l'économie du pays. L'une de nos plus grandes contributions est que nous avons employé plus de 4000 personnes sur place qui ont maintenant un emploi et un salaire.
Nous fournissons aussi les petits déjeuners, déjeuners et dîners et des services bus gratuits. Il ne s'agit pas seulement d'efficacité du travail. Ce qui est le plus important, c'est changer l'idée fausse selon laquelle ce qui est manufacturé en Afrique n'est pas bon. Si vous avez une bonne culture d'entreprise, un bon système de formation et une attitude de partage envers les autres, vous pouvez construire une bonne entreprise en Afrique. Huadian est l'un des premiers investisseurs dans la zone industrielle de l'Est. Ses performances ont aidé à attirer d'autres investisseurs dans la zone. Établi en 2009, qui accueille maintenant 36 compagnies, la plupart étant chinoises, les autres étrangères. Toutes les entreprises présentes dans la zone bénéficient de politiques préférentielles dont l'exonération d'impôts pendant 2 ans et une fourniture d'électricité toujours stable. Les produits envoyés de n'importe quel port chinois arrivent ici pour être traités en Éthiopie. Nous avons aussi un système de déclaration en douane rapide. L'Éthiopie se concentre maintenant sur l'industrialisation en stimulant la manufacture. Le gouvernement fédéral a pour vision de faire de l'Éthiopie une société de moyenne aisance d'ici à 2025. Selon notre plan, nous donnons la priorité aux investissements directs étrangers de partout dans le monde, spécialement de Chine, que ce soit les produits en cuir, des textiles, du métal ou de la métallurgie. Nous faisons dans le business de l'environnement et dans l'investissement direct étranger durable. Le ministre dit que l'Éthiopie est le second pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria, ce qui veut dire une main-d'œuvre abondante, ce qui est un atout dans le secteur manufacturier. Et le pays construit maintenant différents parcs pour écourter les délais, dans l'espoir que plus d'investisseurs viendront de Chine ou d'autres pays aussi. La Chine est le premier investisseur dans la chaussure en Afrique et le groupe Huadian prévoit de faire de l'Éthiopie un hub global dans les 10 prochaines années. Le gouvernement éthiopien préfère élargir sa capacité de production et sa coopération avec la Chine en attirant plus de manufacturiers chinois dans les techniques, le soutien financier et l'expérience vont bénéficier au secteur manufacturier et aider le pays à décoller économiquement. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.